Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'écosystème bancaire africain bousculé par la géopolitique. Face aux crises mondiales, l'Afrique de la finance doit s'adapter à un environnement de plus en plus instable. Mais peut-elle le faire seule ? Pour en parler, je reçois Henri Iwazné, administrateur directeur général de la Sofibank, une banque installée en République démocratique du Congo. Bonjour Henri Iwazné. Bonjour. Vous assistez en ce moment, depuis quelques années, au départ de toutes les banques européennes, pas seulement françaises, de l'Afrique. Et pour vous, c'est un vrai problème. Écoutez, c'est un problème qui est incompréhensible. L'Afrique, nous avons, nous en France, des liens historiques avec l'Afrique. Il y a une importance... Il y a une importance d'un point de vue des matières premières, des forêts. Et aujourd'hui, on se retrouve sans partenaires financiers. Non seulement les banques françaises partent, les banques européennes partent, mais elles refusent même de travailler avec les banques qui sont installées en Afrique. Donc là, dernièrement, Société Générale, BNP, Banque Populaire, mais aussi les Britanniques de Chartered Standard, Barclays, tout ça, ils ont quitté l'Afrique. Tout le monde quitte l'Afrique alors qu'on a besoin de plus en plus de l'Afrique. Donc on laisse la place à d'autres acteurs, des Marocains, des Nigériens, des Kenyans, mais bientôt les Chinois. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne rapporte pas suffisamment pour ces banques-là ? Vous savez, toute l'Afrique réunie, c'est 1% des flux financiers internationaux. Ouais. 1%, ça ne semble pas beaucoup. Bon, c'est beaucoup en termes de valeur en montant, mais en pourcentage, c'est très peu. Mais 4 fois plus dans les années qui viennent, sans doute. Oui, mais les politiques de de-risking, voilà, on veut moins s'embêter, on veut moins prendre de risques, entre guillemets. Et le plus simple, c'est de couper là où ça nous coûte le moins. Ouais. Alors, le risque, c'est quoi en Afrique pour une banque ? Alors, bien sûr, il y a les risques de conformité, les risques de compliance. Donc, la peur de la corruption. La peur de tout ça, mais la vérité, c'est que souvent, il y a mauvaise presse sur l'Afrique. Les pays ont mauvaise presse, mais la réalité aujourd'hui est complètement différente. Les banques centrales travaillent, les gouvernements travaillent, ils ont conscience aujourd'hui qu'ils ont besoin de systèmes financiers sains. Mais aujourd'hui, on ne peut pas assainir davantage le système financier si les banques partenaires ne nous aident pas et se retirent. Pour autant, est-ce qu'il y a du business à faire en Afrique ? Parce que partout où il y a du business, on devrait voir les banques européennes. Oui, alors d'un point de vue de ce qu'on appelle le retour sur investissement, il est forcément là. Mais comme on dit, c'est 1% des flux financiers. Donc même quand vous gagnez 25% sur 100 millions, c'est pas pareil que quand vous gagnez 25% sur 10 milliards et ainsi de suite. Donc il y a un problème la rentabilité est là, mais le niveau de rentabilité, les montants ne sont peut-être pas là. Qu'est-ce qui fait peur aux banques européennes ? C'est la justice américaine qui pourrait s'intéresser à leurs activités en Afrique. C'est ça qui a fait peur ces dernières années, qui fait qu'elles s'en vont ? Alors oui, certainement, mais il y a des banques américaines qui, elles, sont restées présentes. Ah bon ? Il y a Citibank qui, par exemple, est présent en RD Congo. Donc oui, mais je pense qu'aujourd'hui, si chacun fait son travail, le risque en Afrique n'est pas supérieur que le risque de faire du business au Mexique ou en Colombie. Il est mesurable et on peut le limiter, ce risque. Non seulement il est mesurable et on peut le limiter, mais on a besoin de l'Afrique. Vous savez, vous avez 70% du cobalt qui est en RD Congo. Donc, à un moment ou à un autre, vous avez besoin d'exporter ce cobalt. Vous avez besoin d'instruments financiers pour le faire. Donc, autant être présent, premièrement, pour vérifier que ce cobalt est propre. Mais si vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas le faire. Pour être très clair, est-ce que ces banques européennes qui quittent l'Afrique sont des banques sur le marché des particuliers ou est-ce qu'elles sont aussi sur le marché du trading beaucoup plus général ? Oui, elles partent. Pour les particuliers, c'est encore pire. Ah oui. Oui, pour les particuliers, c'est pire que pour le corporate. C'est-à-dire que les expatriés n'ont plus le droit. Les expatriés n'ont plus le droit à avoir un compte dans les banques françaises. On leur ferme le compte. Alors, bien sûr, il y a eu des interventions des députés des Français de l'étranger, comme Amélia Lacrafi, qui sont intervenus pour que le droit au compte s'applique. Mais le droit au compte qui s'applique en France nous permet d'ouvrir un compte, mais avec un service minimum, mais ne nous permet pas de recevoir les transferts venant d'Afrique.
Donc voilà, ça nous aide un peu. Et le retrait des banques européennes, est-ce qu'il y a une conséquence sur, dites-moi, l'augmentation des trafics financiers illicites ? Alors, le problème de la notion de flux financiers illicites, c'est qu'il faut différencier. Il y a des problèmes de définition des flux financiers illicites. Vous avez au sens strict et au sens large. Au sens strict, c'est ce qui est de manière évidente illégal. Et au sens large, on va inclure l'optimisation fiscale, un certain nombre de choses. À mon avis, à mon humble avis, au sens strict du terme, les flux financiers illicites sont en régression. D'accord. Parce que les outils existent maintenant dans les banques. Pour les repérer. Etc. Par contre, au sens large, l'optimisation fiscale et tous les instruments qui sont mis en place, comme il y a on connaît la croissance mondiale, donc forcément, ils sont en augmentation. Est-ce que ces banques aussi ont su s'adapter au marché particulier de l'Afrique, qui est très numérisé? Je vois par exemple que les télécoms arrivent à capter les comptes des particuliers, donc notamment Orange, qui est présent là-bas. Est-ce qu'ils n'ont pas su justement réussir ce transfert Alors, je vais prendre l'exemple du pays dans lequel je travaille, où nous avons 5% de bancarisation. Mais vous avez un secteur informel qui est de 75%. Donc, quand vous avez un secteur informel de 75%, ça veut dire que les 3/4 de votre PIB, il est dans l'informel. Et donc, s'il est dans l'informel, il peut être caractérisé comme un flux financier illicite, puisqu'il n'y a pas de RCCM, vous n'avez pas RCCM, registre du commerce, vous n'avez pas d'identifiant fiscal. Donc, c'est forcément un flux financier illicite. Est-ce que pour autant, c'est un problème ? Oui. Mais est-ce que c'est éthiquement illégal ? Est-ce qu'on va aujourd'hui reprocher aux gens de travailler dans l'informel, où on doit les aider à se formaliser? Mais est-ce que les géants du télécom n'ont pas pris un marché aux banques, justement, qui n'ont pas su s'adapter? Non, parce que ce marché-là n'était pas un marché de banque. Oui, mais ça a pu y aller. Oui, mais c'est déjà difficile pour une banque de faire une transaction de 1 000 € pour envoyer à quelqu'un en France. C'est extrêmement compliqué, c'est beaucoup plus simple pour les télécoms, c'est beaucoup plus simple pour les sociétés de messagerie type Western Union et autres. Donc ce n'était pas quelque chose que nous étions capables de faire ou que nous pouvions faire. Qui remplace les banques européennes? Alors les Marocains, les Kenyans, les Nigériens. Et puis, moi, je suis persuadé que dans un avenir proche, les Chinois vont débarquer en Afrique. Ils contrôlent déjà 80% de l'exploitation des ressources naturelles, les infrastructures. Il n'y a qu'un pas aujourd'hui pour qu'ils débarquent dans. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de banque chinoise en Afrique? En RD Congo, il n'y en a aucune. On trouve des succursales de certaines banques chinoises en Afrique du Sud, mais c'est extrêmement limité. Pour l'instant, on va dire que le gouvernement chinois apparaît comme n'avoir pas pris de décision stratégique pour envahir l'Afrique avec ses banques. Mais vous craignez que le jour où il y a le feu vert du Parti communiste chinois, là, elle soit présente et rafle les marchés? Il est évident qu'elles auront le feu vert un jour ou l'autre, et il est évident que si on ne fait rien, si nous, Occidentaux, on ne fait rien, ils vont rafler la mise. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est triste de voir les banques françaises se retirer. Elles devraient au contraire venir, s'étendre, nouer des partenariats, mais elles ne le font pas. Et donc, il y a 10 ans, 15 ans, quand on a dit que les Chinois allaient venir rafler tout sur les mines, tout le monde a rigolé. Puis maintenant, ils ont tout pris. Quand on a dit qu'ils allaient prendre toutes les infrastructures, on a rigolé. Maintenant, vous trouvez très très peu d'entreprises françaises qui gagnent des marchés de construction. Et s'ils arrivent en Afrique, ils procéderont comment alors? À mon avis, vous prenez un pays comme la RDC, 80% de nos importations viennent de Chine, 80% de nos exportations vont en Chine. Donc ils vont racheter des banques? Ils vont racheter des banques, ils vont imposer leur monnaie. Ah oui? Oui, pourquoi pas? Vous le voyez déjà, ça parce que... Déjà, on voit de plus en plus de transactions dans d'autres monnaies que l'euro et le dollar.
Et donc, si elles sont installées, les banques chinoises s'installent... Vous envoyez en roupies indiens aussi? Il y a aussi des opérations en roupies indiennes. Ouais. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a 30 ans, 80% de l'économie mondiale, c'était les pays occidentaux. Ouais. Aujourd'hui, c'est 50%. Voilà, donc, et comme on a beaucoup mis la pression, on a beaucoup politisé les transactions financières, eh ben, c'est un appel d'air pour créer des alternatives. Donc, il y a des alternatives qui se créent à SWIFT, il y a des alternatives qui se créent aux méthodologies de transactions financières. Et voilà, et bientôt, on aura 2 systèmes parallèles, aussi puissants l'un que l'autre, mais avec un qui est en progression et l'autre qui est en régression. Quand vous en parlez alors aux ministres ou aux fonctionnaires français, mais également à Bruxelles, comment les gens réagissent Non, c'est très très surprenant et en fait, je suis très très perplexe parce que tout le monde a conscience du problème, mais personne ne fait rien. réagit. Personne, il n'y a pas de réaction. D'ailleurs, vous avez parlé de la Société Générale qui s'est retirée du Maroc, qui se retire bientôt de Guinée-Conakry. Donc non seulement il n'y a pas de réaction, mais c'est un mouvement qui est en cours, un mouvement de retrait. Est-ce qu'il faudrait un geste politique pour encourager ces banques à rester en Afrique ou pas? Il faut toujours un geste politique et je crois qu'on a perdu ce réflexe-là. Et en France, on a la hantise de la France-Afrique. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on doit intervenir dans quelque chose, on a toujours l'impression qu'on va nous reprocher quelque chose. Mais à Bruxelles, il devrait être un peu plus... Mais moi, je suis pour la France en Afrique. Peut-être pas pour la France-Afrique, mais pour la France en Afrique. La France doit venir, doit s'installer. Et la France est le fer de lance, finalement, de l'Europe en la matière, puisque nous avons des liens historiques. C'est à nous aussi d'être leader en la matière, et on ne le l'est pas. Et Bruxelles ne prend pas le relais. Et les Allemands, est-ce qu'ils prennent le relais? Vous les voyez ou pas? Non, on ne voit pas les Allemands et c'est pas leur chasse gardée entre guillemets. Ouais. C'est pas il y a pas l'habitude. Il y a pas d'affinité. Il y a les difficultés sur la langue. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, les Africains quand ils voyagent, ils viennent en France, ils viennent à Paris, ils viennent aussi à Bruxelles. C'est rarement l'Allemagne. Ouais. Qu'est-ce que vous attendriez d'un gouvernement français là pour qu'il agisse vite pour éviter cette perte d'influence? La perte d'influence, on la voit dans beaucoup de pays africains. Mais bon, je suis heureux quand même de voir qu'aujourd'hui, le président Macron, le gouvernement français, le président Macron est venu en RD-Congo, il a fait des visites en Afrique, le conseiller Afrique est venu. Je pense qu'il y a une prise de conscience, il faut maintenant agir. Merci beaucoup Henri Oisnet pour vos réponses. Merci L'entretien beaucoup. de l'intelligence économique est terminé. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.